Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder comment j'ai configuré les menus de mon Fuji X-T4 pour de la vidéo. C'est parti! Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais directement enregistrer en même temps que je serai en train de vous parler les menus de mon Fuji X-T4 de façon à vous montrer comment j'ai configuré celui-ci, que ce soit au niveau des paramètres ou tout simplement au niveau des raccourcis, voire quelques astuces supplémentaires qui ne sont pas forcément intuitives. Je lance directement l'enregistrement sur mon Atomos Ninja 5 juste ici. Voilà, donc maintenant on se retrouve directement avec le menu complet du Fuji X-T4. Alors ce qui est intéressant, et c'est là-dedans qu'on voit l'évolution, c'est que donc évidemment ce Fuji X-T4 reprend, et pour celles et ceux qui le possèdent déjà, au niveau de la molette droite, un switch qui permet de basculer du mode photo au mode movie, donc au mode film, au mode vraiment caméra vidéo, et on bascule dans une ergonomie de menu qui est différente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les éléments qui sont repris dans cette ergonomie de menu vidéo sont des éléments que j'avais moi paramétrés dans ma page My, la page de personnalisation du Fuji X-T3, et j'en avais d'ailleurs fait une vidéo que vous pourrez retrouver directement sur la chaîne. Mais bref. Au niveau de mode de vidéo, pas de paramètres en particulier à conseiller, tout dépendra du type de captation. Pareil au niveau du format de fichier, même si indirectement je vais toujours conseiller le H265 parce que celui-ci offre en tout cas le plus de qualité et puis surtout il n'y aura pas de différence lors du switch. Vous pouvez très bien choisir soit de l'intra-image ou du long hop, c'est présent dans les deux cas pour le H265. Par contre, au niveau de l'enregistrement à grande vitesse, et dès que celui-ci est validé, moi il est enregistré sur 23,98 images par seconde avec un ralenti à 240 images par seconde. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'enregistre une seconde, j'obtiens un fichier vidéo de 10 secondes. Alors évidemment, je peux basculer de 240 à 120 images par seconde à n'importe quel moment. Certaines options sont grisées, ça c'est suivant la fréquence que vous allez choisir. Si je choisis 25 images par seconde, je vais avoir le 100 qui sera présent et le 200 qui seront présents. Mais moi en l'occurrence, c'est du 23,98 pour avoir 240 images par seconde. Je reviens en arrière. Alors, ici, on a la correction d'agrandissement sur le rognage de film. Et vous voyez, il est mis crop 1,29. Alors, moi, il est sur non. Et en fait, pour celles et ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que suivant le type de stabilisation capteur que vous allez choisir ou tout simplement le type d'enregistrement à grande vitesse, donc le mode de ralenti qu'on vient de regarder juste ici, eh bien, un crop peut s'appliquer sur le capteur. Et cet outil-là, en fait, applique le crop constamment et ce, même si ce n'est pas nécessaire. Ce qui vous permet de toujours garder le même cadre d'image. Ça peut être assez pratique lorsqu'on travaille sur une focale fixe et que pour un plan qui va regrouper différents types d'éléments, que ce soit au niveau stabilisation capteur ou tout simplement au niveau enregistrement à grande vitesse ou vitesse normale, ça vous permet de garder le même cadre. Moi, en l'occurrence, il est toujours sur non. Au niveau de l'enregistrement, je suis constamment sur du F-Log parce que le log présent chez Fuji est vraiment un log hyper contrôlable et auquel je me sens vraiment à l'aise. Donc, je vais constamment être sur du log ou en situation basse lumière de l'Eterna, mais ça, c'est autre chose. Au niveau sortie film 4K, donc là, en fait, vous avez plusieurs possibilités qui vont être reprises. Et moi, ça va toujours rester sur 4K, parce que ce soit ici avec l'Atomos Ninja 5 ou avec mon moniteur Atomos Shinobi, tous les deux acceptent directement la retransmission d'image en 4K. Par contre, si vous avez un moniteur qui est limité à de la Full HD, eh bien vous devez basculer sur 4K en enregistrement sur votre carte SD et Full HD en HDMI si vous voulez avoir le retour d'informations. C'est le même système juste en dessous, sortie vidéo Full HD, c'est tout simplement dire ce que vous voulez comme type d'enregistrement sur votre carte SD et ce que vous voulez comme ressortie au niveau de l'HDMI. Affichage info sortie HDMI, alors d'ordinaire il est toujours sur off, mais ici comme j'en ai besoin pour l'enregistrement de cette vidéo, il est sur on. Donc en fait ça veut dire tout simplement que les éléments qui sont présents au niveau
du menu, donc les éléments d'information. Donc tous les éléments, je vais directement faire ceci ici. Voilà, tous les éléments que vous voyez ici, que ce soit donc le codec, le boost, les niveaux, l'ouverture, tout ça est directement repris dans le fichier que vous allez, dans le fichier vidéo que vous enregistrez avec votre enregistreur externe. Donc généralement, enfin moi il est tout le temps sur off, sauf pour cette vidéo. Qualité de veille 4K HDMI. Eh bien ça c'est tout simplement, je l'ai laissé sur 4K, vous avez la possibilité de basculer en Full HD. Je l'ai laissé sur 4K pour la simple et bonne raison que pareil, lorsque j'effectue une captation et quand j'utilise encore mon Atomos Ninja 5, ce qui se fait un tout petit peu moins pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, ça me permet tout simplement de garder la transmission du signal en 4K sur l'Atomos Ninja 5 et ce, même si le boîtier se met en veille. Si vous le mettez en Full HD, ça bascule en Full HD. Vous économisez de la batterie, mais si vous êtes sur une captation en temps réel et que pour X raisons en tout cas, vous déclenchez directement l'enregistrement depuis l'Atomos, c'est intéressant de garder celui-ci en 4K. Le contrôle d'enregistrement HDMI, vous avez on-off, ça vous permet tout simplement de maîtriser via le déclencheur de votre Fuji X-T4 l'enregistrement ou l'arrêt de l'enregistrement sur votre enregistreur externe. Donc moi forcément il est sur on. Au niveau du mode de stabilisation d'image, on a trois possibilités. On a directement la stabilisation capteur plus la stabilisation optique si elle est présente sur votre objectif. On a en dessous une stabilisation capteur plus une stabilisation objectif plus une stabilisation numérique supplémentaire qui applique un crop dont je vous ai parlé précédemment avec l'outil qui permet justement d'avoir ce crop constamment d'appliquer sur les capteurs. Ou alors tout simplement de désactiver cette stabilisation. Mais ça on y reviendra juste par après par rapport au raccourci que j'ai paramétré. Mais là en l'occurrence il est directement paramétré sur stabilisation capteur plus stabilisation optique si celle-ci est présente. Ici ce n'est pas le cas, c'est le 56 mm, il n'y a pas de stabilisation optique sur cet objectif. L'amélioration du mode de stabilisation d'image. En fait, celui-ci me permet de dire comment je veux que ma stabilisation capteur interagisse. Si elle est sur oui, elle va convenir à la prise de vue statique à main levée. Donc tout simplement, voilà, vous restez tel un trépied, plus ou moins, vous n'allez pas bouger, vous restez plus ou moins fixe. Et si vous mettez sur non, elle va convenir en fait à la prise de vue panoramique. Et c'est bien qu'ils aient fait ça parce que sur le Fuji X-T3, c'est vrai que quelquefois, on pouvait voir avec la stabilisation optique, je parle vu qu'il n'y a pas de stabilisation capteur sur le Fuji X-T3, on pouvait voir que lorsqu'on effectuait certains mouvements, la stabilisation qui était communiquée de l'objectif lâchait et on voyait quelques petites saccades. Donc c'est bien qu'ils aient effectué ceci, donc ça nous laisse la possibilité de choisir. Là en l'occurrence, moi je l'ai mis sur oui, donc c'est-à-dire que je préfère avoir quelque chose par rapport à des plans stables qui ne sont pas forcément en mouvement. Paramètres Zebra, mais là vous pouvez choisir soit gauche-droite ou off, les désactiver. Là de nouveau il est pour l'instant sur gauche, mais on y reviendra un peu plus tard par rapport au raccourci parce que évidemment j'utilise ceci de différentes façons. Le niveau des zébras que j'ai paramétré à 80%. Pourquoi je l'ai paramétré à 80% et pourquoi c'est important, en tout cas pour une partie d'entre vous, de le paramétrer à 80%? C'est tout simplement parce que j'ai directement établi un LUT de conversion du F-Log du Fuji X-T4 qui est différent du Fuji X-T3. Vous le constaterez par vous-même. J'ai directement effectué un LUT de conversion. Et en mettant mes niveaux de zebra à 80%, j'ai constaté que c'était à ce niveau-là, en tout cas, que je n'allais avoir aucun clipping, aucune perte d'informations dans les teintes de peau. Ma priorité étant toujours les teintes de peau, étant toujours les visages, à 80%, si je commence à avoir une zébrure apparaître sur le visage d'une personne, ça veut dire que par rapport au F-Log et par rapport au LUT que j'ai établi, au LUT de conversion vers du Rec 709, je perds de l'information. Donc c'est pour ça que j'ai établi celui-ci à 80%, parce qu'au moins ça me permet directement
de disposer de l'image la plus précise possible. Je ne l'ai pas fait au hasard, j'ai tout simplement utilisé mon moniteur Atomos Shinobi sur lequel j'ai utilisé l'outil des fausses couleurs. J'ai directement regardé pour un niveau d'exposition au niveau des teintes de peau qui tournait entre 60 et 70 IRE maximum et j'ai ajusté mon niveau de zébra comme ça. Donc ça, pour celles et ceux qui filment en F-Log et qui viendraient par exemple à utiliser mon LUT de conversion, c'est sur 80% qu'il faut vraiment mettre le niveau de zébra. Alors en dessous, on a contrôle film optimal. Alors de nouveau, ça, l'idée est géniale et on voit qu'il y a une progression de la part de Fuji au niveau de l'utilisation vidéo, mais on voit aussi qu'il manque toujours d'utilisateurs vraiment vidéo, de vidéastes, pour leur donner de meilleurs conseils peut-être. Alors, le contrôle de film optimal, en fait, ça permet, et dès que celui-ci est activé, ça va vous permettre en fait de bypasser les deux grosses molettes du dessus. Donc en fait, celle-ci va directement régler la vitesse d'obturation et celle-ci, les ISO, excusez-moi, et celle-ci va régler la vitesse d'obturation. Les deux grosses molettes du dessus se désactivent complètement et on va retrouver le réglage au niveau donc des ISO avec les roues latérales, celle-ci intérieure. Vous voyez, mes ISO sont en train de bouger. Je regarde sur l'Atomos, hop, je vérifie, ouais, elles sont bel et bien en train de bouger à l'écran. Et sur la roue latérale du dessus, on va directement avoir le contrôle de la vitesse d'obturation qui est présente juste ici. Donc ça, c'est génial parce que, de nouveau, pour celles et ceux qui suivent la chaîne, je vous avais fait une vidéo spécialement pour le Fuji X-T3 sur comment effectuer dans les menus les bons réglages pour effectuer le bypass sur les deux molettes crantées du dessus et avoir ce réglage de vitesse d'obturation et d'ISO sur les roues latérales. Donc l'idée, elle est géniale, il n'y a rien à dire là-dessus. Le problème, en fait, c'est que je ne sais pour quelle raison ils ont bypassé, donc on ne sait plus, là, vous voyez, je tourne la roue d'ouverture de mon objectif et je ne sais plus contrôler celui-ci. Donc c'est-à-dire que quand ce mode-là est activé, vous ne saurez plus, en tout cas à l'instant où j'enregistre cette vidéo et par rapport au firmware qui est dedans, vous ne saurez plus contrôler l'ouverture de votre objectif. Pour ça, je dois directement utiliser l'écran tactile et vous voyez, je suis en train de naviguer dedans et là, je peux changer l'ouverture de mon objectif. Donc, s'il n'y avait pas ceci ici, le contrôle de film optimal serait directement sur oui. Et là, par contre, je ne l'utilise pas, je le mets sur non à cause de ça. J'utilise toujours ma propre personnalisation qui me permet d'utiliser les roues latérales et de bénéficier de l'ouverture de l'objectif. Donc, le contrôle de film optimal est une super bonne idée parce que c'est vrai que d'un point de vue vidéo, je trouve ça beaucoup plus logique, moi en tant que vidéaste, d'utiliser les roues latérales ici pour un réglage beaucoup plus rapide. Donc, c'est une très bonne idée de l'avoir mis. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait plus le contrôle de l'ouverture de l'objectif. Est-ce qu'ils ont fait ceci dans se disant on se base sur une logique de captation hyper cinéma et moins run and gun? Peut-être, j'en sais rien, peut-être que ça changera dans les prochaines mises à jour. Mais à l'instant où je fais ceci, je ne l'utilise pas à cause de ça. Voilà, parce que ici, vous voyez, c'est sur non. Si je fais tourner la roue de mon objectif, vous voyez la roue d'ouverture de mon objectif, j'ai un contrôle complet, vous voyez que celui-ci est en train de changer et même chose, vu que j'ai fait mon petit hack au niveau des deux roues latérales, je vérifie, voilà, je change mes ISO, je change ma vitesse d'obturation, donc vous voyez, je garde ce contrôle là qui est présent. Bref, on continue. Lampe témoin, donc ça c'est tout simplement ce qui permet d'activer les LED avant-arrière lors de l'enregistrement. Moi j'ai mis que l'avant soit désactivé et par contre que l'arrière soit activé. Sélection réglage perso, eh bien ça concerne principalement en fait les différentes simulations de films. Ce sont les trois premières moi qui compte avec le Classic Chrome, l'Eterna et l'Eterna Bleach Bypass qui est juste génial. Allez voir de nouveau, j'ai fait une vidéo sur la chaîne dans laquelle je vous donne mes différents profils d'images favoris, mes différentes simulations de films favoris pour le Fuji X-T3. Les deux premières sont clairement les mêmes pour le Fuji X-T4. Par contre, le X-T4 ayant cette nouvelle simulation Eterna
Bleach Bypass, ben, elle fait partie de celui-ci ici. Donc ça par contre c'est pour la sélection. Et juste en dessous vous avez la modification des réglages perso. Alors ce que je vais simplement vous montrer, c'est que au niveau de l'interface, ça a légèrement changé par rapport au Fuji X-T3. Sur un élément par exemple, c'est au niveau de la courbe de tonalité. En fait, dans le menu du Fuji X-T3, on pouvait ajuster les hautes et les basses lumières sur 2 lignes, alors que maintenant ils ont appelé ça une courbe de tonalité, donc tout simplement une courbe en S. Donc vous pouvez ajuster vos hautes et basses lumières sur cette courbe de tonalité là. Donc vous voyez, moi ici sur le Classic Chrome, ben, c'est directement mis à -1 sur les hautes lumières et +2 sur les basses lumières, -1 dans les couleurs, +1 sur les détails. Bref. On revient directement en arrière. De toute façon, ici, hop. Oui, il faut que je revienne en arrière comme ceci. Voilà, réglage perso, ok. Tac, voilà. On est dans le menu IQ ou la balance des blancs, mais moi je suis toujours en balance des blancs manuel et plus particulièrement à 5600 degrés Kelvin. Détail. Là par contre j'ai un petit souci dans le sens, peut-être que c'est parce que je suis avec le modèle de pré-prod. À chaque fois celui-ci est toujours réglé sur -3. J'essaye d'avoir le moins de détails possible dans l'image native. Mais quand bien même, si jamais vous demandez pourquoi tout le reste est grisé, c'est tout simplement parce que je suis pour l'instant en mode F-Log. En F-Log, forcément, la plage de dynamique est mise au maximum à 400% avec l'ISO natif à 640. Par contre, au niveau des détails, ben là, j'aurais aimé que ceci soit un élément tout le temps sauvegardé, ce qui n'est pas le cas. Je dois souvent revenir dessus. Mais bref, par contre, la réduction du bruit à ISO élevé, je l'ai mis sur -3 et ça, c'est un paramètre qui s'enregistre bel et bien, il ne change jamais. Réduction du bruit entre images 4K, ça veut dire qu'en résolution 4K, vous savez encore réduire ce bruit dans l'image. Moi, je l'ai mis directement sur non. Correction vignettage chromatique, pardon, moi c'est sur non. Ça veut dire tout simplement que lorsque vous allez mettre un objectif, par exemple vintage, eh bien, il va y avoir plus d'illumination périphérique pour corriger l'éventuel vignettage qu'aurait justement cet objectif. Moi je le mets sur non parce que je veux justement garder le vignettage si c'est une caractéristique que j'aime sur l'objectif vintage que je vais utiliser. Réglage bac d'adaptation, super important. C'est là-dedans que vous allez configurer justement tous les objectifs mécaniques ou vintage, donc tous les objectifs qui n'auront pas de communication électronique avec le Fuji X-T4. Moi, j'en ai réglé les deux premiers 20 et 35 mm. Parce que ce sont les deux objectifs que j'utilise des Carl Zeiss Genaflectogont, ils sont en 20 et 35 mm. Pourquoi c'est super important de paramétrer ça? Bien parce que si vous ne communiquez pas au boîtier la focale de l'objectif que vous utilisez, la stabilisation capteur ne saura pas vraiment comment bien interagir. Donc voilà, moi j'ai directement réglé cela. La plage autofocus et manuel focus, ben c'est très simple. Autofocus, je m'en balance complètement, je ne l'utilise pas. Par contre, je suis en mise au point manuel, donc assistant de mise au point. Là, c'est directement en gros le focus picking et je l'ai directement configuré en jaune haut. Préférence personnelle, c'est une habitude. Peut-être le fait que, comme j'ai commencé à filmer sur du Sony et que le focus picking était directement en jaune à l'époque, ben peut-être que c'est pour ça que j'ai fait ça. Vérification AF, ça c'est tout simplement la loupe de mise au point qui s'active dans l'image à chaque fois que vous réglez votre mise au point. Je l'ai mise sur non parce que moi j'en veux pas. On continue. Alors hop, réglage du niveau, ben, ça évidemment ça sera par rapport à vos différents micros que vous allez utiliser. Vous avez micro interne, micro externe, ça c'est à vous d'ajuster suivant justement le matériel que vous allez utiliser. Réglage du jack du micro. Il est mis sur micro, ben c'est tout simplement parce que je vais utiliser un micro. Par contre, si j'utilise un enregistreur externe comme du Saramonic SRQ2 ou du Zoom H1 ou peu importe, ben là vous le basculez sur ligne. En l'occurrence, moi pour l'instant, je l'ai laissé sur micro. J'ai basculé tout ce qui était limiteur de niveau de micro, filtre vent et filtre passe-bas. Tout ça est sur non. Pourquoi? Parce que comme la plupart du temps, même si là pour l'instant c'est réglé sur micro, je fais une captation, j'enregistre une captation audio sur un enregistreur externe et où j'obtiens plus de latitude dans l'audio, eh bien, je désactive tout le reste. J'ai pas envie d'avoir le limiteur de niveau de micro qui va tout simplement couper lorsqu'il va saturer au niveau de l'audio qu'il peut enregistrer. Pareil pour les filtres du vent, etc. Donc tout ça, moi, tout est sur non.
On continue. Timecode, comme à l'heure actuelle, j'utilise pas en tout cas de réglage de code temporel, ça c'est quelque chose sur lequel on va directement faire l'impasse. Par contre, on va continuer et là on va directement dans la petite page outils. Je reviens sur mes petites notes que j'ai fait et on va directement aller dans configuration écran parce que c'est directement là-dedans que se trouve un des éléments les plus importants pour moi et pour vous, qui est justement l'assistant F-Log. C'est ce qui vous permet tout simplement de réobtenir au niveau de l'écran du Fuji X-T4 une image directement dans un espace Rec 709 à la place d'avoir le F-Log, donc le profil hyper flat. Donc ça c'est génial parce que d'un point de vue exposition d'image, c'est bien plus simple à contrôler. C'était un élément qui était manquant sur le Fuji X-T3 qui ici ils ont directement appliqué. Maintenant c'est directement avoir son bon retour d'image sur du F-Log. Guide de cadrage, moi je suis resté sur une grille directement de 9. On continue, on descend. On va avoir l'affichage des réglages perso. Alors là, en fait, ce sont tout simplement les éléments qui se retrouvent lorsque vous êtes en train de faire votre enregistrement, toutes les informations dont vous avez besoin. J'ai besoin de la guide de cadrage, du niveau électronique, du cadre du focus, alerte lumière vue en direct, mode de prise de vue, ouverture, vitesse, obturation ISO, arrière-plan d'information, composition. Ça, vous pouvez regarder tout ce que j'ai directement programmé, photométrie, type de déclencheur. De nouveau, ça c'est un peu sur votre personnalisation, mais voilà, ça c'est directement comment moi j'ai configuré l'affichage général, mode de prise de vue, double stable, tactile, balance des blancs, simulation, plage de dynamique, image restante, taille, vidéo. Je vous laisse regarder. Comme ça, vous voyez, vous pouvez faire vos petits tests. Et d'ailleurs, si je reviens ici, vous voyez l'ensemble des informations qui sont directement reprises. Donc voilà, donc moi c'est largement suffisant pour moi. Je reviens de nouveau dans les menus, voilà, toujours dans configuration écran. Je redescends et alors voilà, ici. Arrière-plan, donc dans le mode vidéo, vous pouvez aussi le faire dans le mode photo. Arrière-plan menu Q, donc tout simplement le menu Quick. Vous avez le choix entre transparent ou noir. J'ai mis transparent parce que ça permet tout simplement d'avoir, lorsque j'appuie ici sur Q, forcément si... Voilà, je vais désactiver, je retire le bouchon, comme ça vous pouvez le voir. Ça me permet d'avoir le retour visuel de mon image directement derrière. Et vous savez voir que sur ce mode-là, ce n'est pas tout noir. J'ai mon retour dessus, donc c'est vrai que c'est intéressant. C'est une autre option. Moi, je l'ai mis sur transparent, mais vous pouvez le mettre, vous pouvez le laisser sur noir si c'est ce qui vous convient le mieux. Donc, on va toujours continuer dans les éléments qui sont importants. Alors, on va avoir configuration touche et molette. Donc, plus particulièrement, le réglage donc, des boutons, des fonctionnalités. Alors, le petit bouton ici du dessus, c'est ce qui va directement reprendre mon mode de stabilisation. Donc, le petit bouton qui est juste ici. Le petit bouton qui est juste ici devant, c'est ce qui va me permettre d'avoir mon enregistrement à grande vitesse. Le curseur vers le haut, donc sur les 4 flèches. La flèche du haut, ça va être pour le paramètre des zébras. La flèche qui va être sur la gauche, simulation de film. Sur la droite, on va avoir la balance des blancs. Et alors, juste en dessous, on va avoir la communication Bluetooth pour envoyer, par exemple, une photo sur mon smartphone quand je prends celle-ci. Le reste qui est par rapport au mode écran tactile, moi je ne l'utilise pas parce que je préfère directement avoir des boutons physiques plutôt que de l'écran tactile. Donc si je reviens juste ici, voilà, j'appuie sur le bouton du dessus. Vous voyez ici sur l'écran supérieur, donc à gauche, on va avoir crop 1/1 parce que j'ai activé la stabilisation capteur optique, si elle est présente sur l'objectif, plus la stabilisation électronique. Donc ici, tout est désactivé. Vous voyez, mode de stabilisation, image désactivée. On a une petite main qui nous dit que tout est désactivé. Je réappuie. Là, on est sur le même mode de stabilisation, objectif plus capteur. Si j'appuie sur mon bouton ici devant, tac, voilà, là j'arrive directement dans le menu enregistrement à grande vitesse. Ok, je n'ai plus qu'à valider le paramètre que j'ai choisi. Je reviens en arrière. Non, voilà.
Tac. Alors, ici, flèche du dessus, comme je l'ai dit, paramètres zébra, surnom. Je réappuie dessus, j'ai mes zébras, mes zébrures qui seront du côté droit. Je réappuie de nouveau mes zébrures du côté gauche. Je réappuie à nouveau, je les désactive. Ici, directement, ma balance des blancs, qui est géniale parce qu'ils l'ont personnalisé. Maintenant, on peut l'ajuster vraiment au degré près. Donc ça, c'est extraordinaire par rapport au Fuji X-T3. La personnalisation au niveau de la balance de blanc est bien plus précise qu'avant. La flèche directement de gauche, ben, là forcément je suis en F-Log, donc il n'y a rien qui se passe, mais c'est ma simulation de film. Et la flèche du bas, vous voyez, Bluetooth on-off, tout simplement pour activer la communication sans fil. Je suis à nouveau revenu directement ici dans la configuration touche molette pour aller sur le paramètre molette commande et ce qui va directement en fait comme réglage, j'ai mis ma vitesse d'obturation sur la roue latérale avant et j'ai mis mes ISO sur la roue latérale arrière. Bien faire attention de mettre directement ici votre ISO sur la lettre C et mettre votre vitesse d'obturation sur la lettre T si vous voulez que ça fonctionne bel et bien. On revient en arrière pour un dernier élément qui va être sur l'enregistrement des réglages sur lequel j'ai choisi en fait d'avoir l'enregistrement vidéo sur la carte 1 et l'enregistrement photo sur la carte 2. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour des éléments qui sont essentiels, plus en rentrant dans certaines explications. C'est vrai que j'ai peut-être été assez vite dans les explications, mais il y a tellement d'éléments que je voulais en tout cas vous éviter de tomber dans une vidéo qui allait peut-être durer plus d'1 heure. Au moins ici, on essaye en tout cas de rester dans un timing assez raisonnable. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas directement à le mettre dans les commentaires ou peut-être des suggestions. J'espère pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo peut-être dans le futur qu'il y aura eu des évolutions par rapport à certains éléments que j'ai mentionnés aujourd'hui. Pour le reste, de nouveau, n'hésitez pas, les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que ceci vous aidera directement à mieux maîtriser votre boîtier dès sa réception. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!